à tous, bienvenue pour cette première table ronde. Donc Jérôme Leleu, je suis le dirigeant d'Interaction Healthcare et également le CEO de Sim4Health. J'ai cette lourde tâche en tant qu'entrepreneur de l'e-santé d'animer cette table ronde. Je voudrais déjà remercier Pierre Sanchez de Pharmaceutique ainsi que Franck Lemer de Technomed pour cette invitation et puis aussi pour cette parité, parce que je pense que c'est important. On parle de technologie, on parle également de santé, donc c'est important de pouvoir le noter pour cet événement. Alors ce matin, on va donc avoir une thématique qui est technologie et marché. Donc le nouveau monde est-il déjà là ? Alors nous avons plusieurs questions qui ont déjà été posées. Comment les technologies vont modifier leur rapport au monde dans les différents secteurs économique, on aura bien sûr les enseignements, la transformation avant et après le Covid, et puis les grandes disruptions qui existent aujourd'hui. On va bien sûr parler d'IA, d'impression 3D, de téléconsultation, de dispositifs médicaux, et puis plus globalement également le système de santé. Donc comment on va avoir un modèle qui va peut-être revu en termes de gouvernance au niveau des États, au niveau des entreprises. Et pour cela, pour répondre à toutes ces questions et ces enjeux, on a la chance d'avoir une table ronde avec plein d'experts dans le domaine de la santé, avec en plus une vision complémentaire qui va être extrêmement intéressante. Donc on a la chance d'avoir Laurence Contarassus, donc vous êtes présidente de Medtronic France. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Nous avons Marie-Laure Saillard, donc vous êtes CEO de Médocteur, mais également vice-présidente du LET, donc les entreprises de télémédecine. Absolument, bonjour. Qui ont fait parler d'eux, je crois, hier et ce matin, on va en reparler tout à l'heure. Nous avons également Frédéric Collet, donc vous êtes président du LEM, donc les entreprises du médicament, mais également président de Novartis et directeur de Novartis Oncologie. On ne peut rien vous cacher. C'est bon, j'ai la liste complète, super. Et puis nous avons également Nicolas Bouzou, donc économiste, directeur du cabinet Asterès, et puis également essayiste de nombreux ouvrages, dont certains que nous allons évoquer ce matin pendant la table ronde. Bienvenue. Merci à vous, bonjour. Bien, écoutez, on a donc peu de temps, donc je sais que les questions sont également possibles sur le chat, donc n'hésitez pas. On a à peu près une quarantaine de minutes. Donc on souhaitait bien sûr être extrêmement pragmatique tout en donnant bien sûr de la hauteur à ce sujet. On voudrait commencer déjà par vous Marie-Laure par rapport à ce qui s'est passé pendant le Covid. On a tous vécu bien sûr notamment avec le confinement un bouleversement, un tsunami que vous avez pu connaître par rapport à l'usage de la technologie parce qu'il fallait trouver des solutions. On a vu plein de choses bien sûr dans l'impression 3D pour mobiliser à l'hôpital, mais aussi bien sûr quelque chose qu'on a tous vécu, c'est bien sûr la télémédecine, la téléconsultation. Et avec Médocteur, on voulait que vous soyez vraiment un témoin de ce qui a été vécu, bien sûr du côté patient, du côté des organismes, mais aussi vous en tant qu'entreprise, Médocteur.com. Ok, alors ce sujet, nous, c'est vrai que si on se replonge, ça paraît très loin maintenant le mois de mars, mais si on se replonge dans les premiers jours du mois de mars, ça a été l'apocalypse pour tout le monde, ça c'est clair. Et nous, Médocteur, en tant qu'entreprise de télémédecine, ça a été vraiment un truc de dingue, pardon de le dire comme ça, mais c'est vraiment ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que entre le 8 et le 12 mars sur notre service de téléconsultation en 24/7 non programmé, on a eu un x6. Ça paraît dingue, parce qu'en plus, et donc moi je me souviens d'un coup de fil à minuit avec mon CTO qui me dit ok, tu me dis il faut rajouter des ressources machines, mais combien? Je lui dis mais j'en sais rien moi, je sais pas si on va faire x6 tous les 2 jours, toutes les semaines, jusqu'où ça va s'arrêter. Et là on était submergés d'appels des médecins, des patients, des pouvoirs publics, où on se disait mais jusqu'où ça va aller cette histoire, et qu'est-ce qu'on peut faire pour au mieux prendre en charge les besoins des patients. Et donc que ce soit en termes de recrutement de médecins, de ressources machines et autres, c'est vrai que jusqu'au 12-13 mars, ça a été vraiment l'apocalypse. Alors nous, au niveau des employés, des salariés, on s'est travaillé à distance, donc ça on avait su, ça n'a pas posé de problème. Quand le 8 mars, j'ai dit à tout le monde, chacun rentre chez soi. Mais en revanche, je me souviens de ces choses-là. Je me souviens de patrons d'entreprises ou de services de santé au travail avec qui j'ai changé des samedis à 2h du matin parce qu'il fallait trouver des solutions. C'était une période assez incroyable et donc où tout le monde était hyper engagé dans la réactivité. C'était fou, il n'y avait plus de frontières. Moi, j'avais très facilement des interlocuteurs que j'ai pas d'habitude. On a eu 9 décrets sur la téléconsultation en une dizaine de jours. D'habitude, on en a un par an. Donc, en plus, ça changeait tous les jours. Le cadre, alors demain, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Paf, il faut briefer les médecins. Enfin, voilà, c'était quelque chose d'assez incroyable. On n'en est pas sorti. On y revient un peu. Je ne sais pas si on va parler de l'actualité. Nous, en tant qu'opérateur de téléconsultation, on voit bien que les inquiétudes et les besoins d'accès à un médecin à distance sont encore... On est à des niveaux du mois d'avril, là, depuis 10 jours.
Voilà. Avec parfois des acteurs qui répondaient dans des temps très très courts, comme vous l'avez dit, sur la... Alors, ce qu'on a observé, en plus que ce soit chez Médocteur ou au sein des entreprises de télémédecine, on a deux modalités d'action sur la téléconsultation, du 24/7 sans prendre de rendez-vous, et puis aussi des outils à destination des médecins, des professionnels de santé pour travailler avec leur propre patientèle. Ce qu'on a vu, c'est que tout de suite, la réactivité, bien sûr, du 24/7, sont des services qui sont installés, qui sont connus. Nous, chez Médocteur, on a 25 millions de patients qui connaissent le service et qui, du coup, dès le 8 mars, on l'utilisait très massivement. Et quand on regarde les chiffres des outils de téléconsultation, qui est aussi une activité qu'on a chez Médocteur, c'est Doctolib que tout le monde connaît, c'est avec Mon Doc pour Médocteur, c'est un certain nombre d'autres acteurs. Et là, on voit d'ailleurs les chiffres de la sécurité sociale. C'est là qu'on voit le pic de la sécurité sociale. C'était la semaine du 23 mars. Donc on voit bien la complément de 1 million sur la semaine, alors qu'on avait fait 70 000 sur l'année précédente. Donc, c'est clairement les changements d'échelle. C'est pour ça que je vous donnais l'anecdote de mon échange avec mon CTO. C'est jusqu'où on va aller et on ne savait rien du tout. Et bien sûr, la pression des clients qui payent le service et qui disent j'espère que vous allez tenir. Oui, bien sûr. Mais on va en reparler tout à l'heure, notamment quand vous dites qu'on revient peut-être sur une situation qui était peut-être celle du mois de mars ou du mois d'avril. On va tout à l'heure. Alors, Nicolas Bauzou, Marie-Laure vient de nous décrire vraiment ce qui s'est passé dans la santé. Alors, est-ce que cette transformation, cet usage, ce recours aux technologies, est-ce que c'est spécifique au secteur de la santé parce qu'on parle du Covid, ça parle bien sûr de la santé et des patients, ou c'est valable avec votre vision plus systémique des autres secteurs économiques à date d'aujourd'hui? Alors, ça a bien évidemment été très fort dans le domaine de la santé, puisque ce qui a déclenché les problèmes, c'est une crise sanitaire. Mais en réalité, cette tendance, elle préexistait à la crise. Et ce que vous décrivez, en fait, c'est moins une rupture qu'une accélération absolument extraordinaire et qui n'était pas anticipable avec cette vitesse. Et ça, on l'a en effet dans d'autres secteurs, dans le secteur de l'éducation, mais dans le secteur aussi des RH. On l'a vu avec le télétravail. Et j'étais vraiment tout à fait passionné par ce que vous avez dit, notamment du point de vue technologique. Parce que ce qu'on a découvert, au fond, avec cette crise, c'est que bien souvent, on se croyait prêt au niveau technologique et on ne l'était pas. Je prends un exemple tout bête. La question du télétravail. Moi, ça m'a vraiment beaucoup frappé. Moi, ça fait des années que je pousse le télétravail avec toutes les nuances qu'on peut mettre. On pourra en reparler. Évidemment, ça n'a pas de sens de faire du télétravail 5 jours par semaine. Mais bon, j'ai toujours considéré que c'était quelque chose qui devait être proposé aux salariés. Voilà, que ça permettait peut-être de mieux concilier vie privée et vie professionnelle. Bon. Mais en fait, très peu d'entreprises proposaient ça de façon organisée, de façon structurée. Et l'une des grandes surprises au début du confinement, c'était de constater que parfois même dans des grandes entreprises, je pense à des banques, les salariés n'avaient pas d'ordinateur portable, ils n'avaient pas de tablette, les connexions Internet chez eux, ça marchait pas. Il y en a plein qui sont partis en province qui n'avaient pas la fibre. Le terme cybersécurité, y compris dans les très grandes entreprises, c'était de l'afghan. Bon. Donc, il y a vraiment eu cette difficulté. Non, mais c'est vrai, ces difficultés techniques qui sont en train d'être résolues. Pour le dire autrement, on savait qu'en France et en Europe, malheureusement, moi c'est un de mes gros sujets de préoccupation depuis 10 ans, mais on n'était pas producteur de ces technologies, ou marginalement producteur de ces technologies. Mais ce qu'on a réalisé aussi, je suis un peu sévère, mais ce qu'on a réalisé aussi, c'est qu'on n'était pas non plus des bons utilisateurs de ces technologies. Alors une fois qu'on a dit ça, vous savez, la crise qu'on vit, c'est comme un gros problème dans la vie, c'est pas souhaitable, mais comme il est là, autant essayer d'en tirer le meilleur. Et donc, il y a des leçons à en tirer, et l'une des grandes leçons à en tirer, c'est de moderniser considérablement nos capacités technologiques pour pouvoir, dans le domaine de l'entreprise, faire du télétravail, dans le domaine de la santé, faire de la téléconsultation, voire peut-être plus tard de la télémédecine. Mais ça vaut aussi dans tout un tas de domaines. Et d'ailleurs, je le dis au passage, si vous m'avez suivi, le débat que nous avons aujourd'hui sur la 5G me paraît un peu surréaliste, parce que l'idée qui consiste à dire est-ce qu'il faut aller vers la 5G, enfin déjà le fait que l'on pose cette question, alors même que la plupart des pays européens sont équipés, ils ne l'utilisent pas encore, mais ils sont équipés, le fait même qu'on pose cette question est un signe
de notre retard, y compris notre retard mental par rapport à l'utilisation extraordinaire qu'on peut faire de ces technologies. Et ce sera un des points qu'on évoquera tout à l'heure. Vous jouez peut-être à Mich, alors. Moi non, justement. Non, mais le sujet que vous évoquez, c'est aussi sur la confiance numérique, mais on va en parler tout à l'heure avec Laurence. En préparant, Nicolas, la table ronde, vous m'avez évoqué bien sûr les secteurs économiques en dehors de la santé, mais ceux aussi qui sont à l'extérieur, mais qui vont vers la santé, notamment Tencent, qui vous semblait assez important à souligner. Oui, donc Tencent, c'est l'une des plus grosses entreprises numériques au monde. C'est une entreprise chinoise, bien évidemment. Vous savez, c'est celle qui, notamment, gère la messagerie WeChat que vous utilisez quand vous allez en Chine, parce que les autres sont interdites. Mais c'est beaucoup plus qu'une messagerie, parce que vous avez un écosystème à partir duquel vous pouvez réserver votre taxi, réserver votre restaurant, l'hôtel, et la consultation médicale. Et ce qui est très intéressant, c'est que, et ça, il faut vraiment qu'on y réfléchisse en Europe, il faut bien comprendre ça, pas forcément pour le copier, mais pour comprendre la puissance de ces technologies et la façon dont le secteur de la santé peut se transformer grâce à des gens comme vous. Tencent va ouvrir une centaine d'hôpitaux en Chine, donc ils sont partis de la messagerie, et aujourd'hui, ils prévoient d'ouvrir des hôpitaux. Alors, je ne vais pas vous détailler la façon dont... Mais très schématiquement, comme vous, ils ont accumulé énormément de données. Évidemment, ils ont pu faire du big data sur les patients, sur les offreurs de soins. Alors, la réglementation chinoise, il n'y a pas le RGPD. Bon, c'est plus simple de ce point de vue-là. Je ne sais pas, ça pose d'autres problèmes, mais en tout cas, c'est plus simple. Ils ont racheté tout un tas de startups, les meilleures startups dans la robotique médicale, dans l'imagerie. Donc, comme ils sont très riches, ils peuvent payer les médecins 4 fois plus cher que dans l'hôpital public. Et donc, quand vous joignez tous ces actifs, vous pouvez faire des choses absolument extraordinaires dans le domaine de la santé. Alors, quand je dis qu'ils ouvrent des hôpitaux, j'exagère, eux présentent ça comme des hôpitaux, c'est plutôt des points santé hyper modernes, des maisons de santé hyper modernes. Mais enfin... je vous le dis comme je le pense, comme on rêverait d'avoir en France. Mais au-delà du fait que c'est quelque chose qui peut faire un peu peur, je réfléchis aussi au débat qu'on a sur la 5G, pardonnez-moi, mais comme je suis plusieurs sujets, je fais le lien, et c'est pour ça que je suis tout à fait passionné par ce que vous dites. Je pense qu'il faut qu'on arrive à montrer à nos concitoyens les usages. On parle beaucoup des technologies, c'est important, mais il faut absolument qu'on arrive à montrer les usages, à quoi ça peut servir pour améliorer la vie quotidienne, pour améliorer l'accès à la santé. C'est une problématique très concrète pour nos concitoyens, et donc il faut qu'on arrive à montrer comment ces technologies, elles permettent un meilleur accès à la santé, et puis d'ailleurs aussi pour les offreurs de soins, comment est-ce que ça leur permet aussi de travailler, de gagner de l'argent, de faire les choses un peu autrement, un peu mieux. Et donc ça passera par la formation, par l'accompagnement, mais ça aussi on en parlera tout à l'heure avec Laurence. On va continuer avec Laurence sur ce sujet, mais on reparlera tout à l'heure si vous le souhaitez par rapport à la souveraineté technologique, oui. Parce que en vous écoutant, bien évidemment, on va parler bien sûr des médicaments avec Monsieur Collet, mais la notion de technologie, vous parlez de Tencent, en ce moment TikTok, on voit très bien aux États-Unis, ça peut paraître en dehors de la santé, mais il y a quand même cette notion de souveraineté. On voit aujourd'hui, notamment sur les conditions, le Privacy Shield, donc notamment au niveau européen, où vous devez donc avoir des solutions sur le territoire européen. Je pense qu'il y a cette notion, on a beaucoup parlé sur les médicaments, mais que cette notion technologique sera un élément qu'on va pouvoir voir sur l'écosystème tout à l'heure. Alors Laurence, lorsqu'on a préparé là aussi la table ronde, il y a un mot qui est revenu souvent dans votre discours et qui m'a beaucoup plu, on vient de l'évoquer rapidement avec Nicolas Bouzou, c'est le mot de confiance, et que vous avez associé avec une obligation de repenser la manière de travailler. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre vision des enseignements que vous tirez de cette situation, on va dire, pré-Covid, mais post-Covid, mais j'ai l'impression, d'après ce que dit Marie-Laure, on est encore en plein dedans. Ouais. Tout à fait. Alors, pour moi, la confiance, j'allais dire, c'est la base de tout. Et pour revenir à votre première expérience, je suis aussi vice-présidente du SNITEM, on a oublié par rapport au LEM. Et nous, on fait du télétravail depuis toujours, c'est un sujet qui nous anime avec Nicolas. Et ça fait plus de 5 ans où l'ensemble des employés font 1 ou 2 jours de télétravail. Du jour au lendemain, en effet, on a mis 1500 personnes, hormis la production, et encore, on avait réorganisé pas mal de choses, en télétravail. C'est vraiment en 2 heures. Le dimanche, je me souviendrai toujours, normalement, mon téléphone ne sonne pas. Et alors là, j'avais 50% des entreprises du SNITEM. « Allô, Laurence, tu fais comment ?»
Et là, je leur ai dit, c'est quand même des discussions qu'on a depuis toujours. Comment est-ce que, d'un point de vue managérial, on peut travailler différemment avec nos équipes? Parce qu'on va revenir sur la technologie. Mais le management, c'est de la confiance. On n'est pas là, Nicolas utilise toujours, avec un fouet, avec un bâton. C'est du management par objectif. Et sans confiance, on ne peut pas faire de management. Alors, évidemment, si on n'a pas ça, on ne pouvait pas être préparé. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas, par exemple, d'ordinateur portable. Alors, nous, on avait aussi une spécificité. C'est que même nos logiciels métiers travaillaient parfaitement bien en distanciel. Parce qu'il y a aussi beaucoup de sociétés qui font un peu de télétravail, un peu de tableau Excel le vendredi, un petit peu de Word le lundi. Mais ça, c'est pas du télétravail. Le télétravail, c'est on peut tout faire en distanciel. Nous, on gère même les appels de l'ensemble de nos clients en distanciel. Donc déjà, la confiance, c'est au niveau de l'humain. Et puis, au niveau de la technologie. Je pense qu'un point particulier de cette crise qui pour moi est déterminant, ça a été un accélérateur de transformation. Je pense que Medtronic, alors non seulement on est en effet leader dans les dispositifs médicaux, mais je pense qu'on repense aussi notre façon de travailler, comment on peut aussi travailler avec nos clients. On avait beaucoup de discussions avec nos équipes. Comment est-ce qu'on pourrait, on reviendra dessus tout à l'heure, accompagner la formation différemment, éviter que dans chaque formation, on ait une personne qui se déplace. Dans une crise sanitaire comme ça, il est évident que les hôpitaux n'ont pas forcément envie de voir nos personnes dans les blocs, alors qu'ils en ont besoin techniquement. Et nous, alors là c'est clair, la première chose à laquelle on a pensé dans cette crise sanitaire, c'est la sécurité de nos employés. Voilà. J'ai une de mes collègues qui a attrapé le Covid-19, qui l'a repassé à l'ensemble de ses employés. Je me suis dit, mais une chance que c'était pas mon cas. Je ne sais pas si j'aurais pu survivre à ça, surtout s'il y a quelque chose derrière. Donc la sécurité des employés. Donc la technologie, eh bien là aussi, et j'aime bien ton exemple sur les usages, parce que ça fait peur, la technologie. Ça fait peur aux employés. Quand est-ce qu'on utilise Yammer? Quand est-ce qu'on utilise Zoom? Quand est-ce qu'on utilise Webex? Quand est-ce... Où est la fiche? Où est la fiche? Eh bien, je pense que c'est le cas d'usage. En effet, c'est valable dans la santé, c'est valable dans le management. Avec de la confiance, on va pouvoir... vraiment expliquer ce qu'on va faire de différent, comment on va le faire, qu'est-ce qu'on va changer. Et je pense que ça aide à donner aussi de la confiance à l'ensemble, je veux dire, de la société, de comment on peut se plonger dans ce futur qui souvent fait peur en France, alors que dans d'autres pays, en effet, plutôt la joie, changement, accélération, et nous, on est sur les freins. Donc je pense que vraiment, avec cette confiance, on pourra revenir dessus, c'est un élément déterminant pour le management, c'est un élément déterminant pour mettre la technologie en avant et dans l'ensemble des domaines. Alors ça passe quoi par plus de formation pour les problèmes de santé, pour les patients? Comment vous le voyez en termes d'application? Parce que l'usage, je pense que s'il n'est pas visible, s'il n'est pas compris, vous venez de le souligner, ça ne pourra pas se développer. Donc c'est quoi? C'est la formation assemblée? Alors, il y a beaucoup de critères. Moi, je suis connue pour ça aussi. Beaucoup travaillé sur les partenariats, l'innovation, et je pense que M. Collet pourra en parler. Ça ne peut se faire qu'à plusieurs. Et travailler à plusieurs, ça demande de la confiance. Donc, un élément déterminant, je pense qu'on pourra revenir dessus, qui est valable pour l'industrie du médicament ou l'industrie du dispositif médical, c'est qu'on nous fasse confiance, qu'on nous considère déjà comme des acteurs de santé, comme un employé doit faire confiance à son manager. Je pense qu'on le voit tous. S'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas avancer, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas travailler sur des projets du futur. Donc ça me semble un élément absolument important. Donc, dans le partenariat, il faut de la confiance. On n'est pas là pour signer du contrat. Et puis dans la formation, c'est sûr que, je vais vous donner un exemple. Pendant cette pandémie, on a par exemple eu besoin d'assister sur des cas très complexes des chirurgiens. Eh bien là, on a travaillé avec des systèmes de lunettes. Eh bien, à distance, avec une vidéo, on leur a expliqué comment ils allaient pouvoir l'utiliser, comment on allait pouvoir les accompagner. Il a fallu qu'on forme nos employés qui, eux, étaient formés techniquement, mais pas à l'utilisation de l'ensemble de ces outils. On a travaillé avec des start-up aussi. On n'a pas travaillé avec Medtronic, mais avec d'autres start-up, entre autres une société que vous connaissez bien. Et justement, c'est dans un environnement de la confiance, on va pouvoir oser. Et oser différemment faire les choses. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et la technologie, elle a besoin de conscience, elle a besoin d'humain. Eh ben, c'est une belle transition, Laurence, par rapport à Frédéric Collet. Donc, en tant que, là, vous prenez la parole en tant que président du LEM. Alors, vous avez été, bien sûr, témoin, comme nous tous, mais bien sûr, au cœur du LEM, de toutes les actions qui ont été menées entre les patients, les industriels, les établissements de santé, les points de santé, les start-up, avec, et je pense que là, tout le monde en est également conscient, une mise en place, Marie-Laure l'a souligné, très rapide, très agile.
comment vous, en tant que président du LEM, vous réagissez, surtout que depuis 2-3 jours, vous avez lancé une étude, enfin une présentation d'une étude avec Carnet sur un rapport sur les enseignements, quelles sont les 12 propositions qui seraient stratégiquement intéressantes, et là vous dites... un des points qui m'a interpellé, qui est que le degré de maturité digitale n'est pas celui qu'on pourrait observer dans d'autres secteurs. Qu'est-ce que Voilà, on a combien de temps? Non, moi j'ai adoré surtout la façon dont Marie-Laure a posé le sujet. J'ai repris ces mots parce que j'ai trouvé ça, c'est exactement ce qu'on a vécu tous dans nos secteurs différents. Commencer par parler d'apocalypse, ça nous est tombé dessus, on ne savait pas où on allait. Après ça, j'en sais rien. Je pense que c'est vraiment le mot-clé. Mais j'en sais rien, par quel bout on va le prendre? Et nous, dans le médicament, au début, on s'est dit, mais il n'y aura pas de médicaments, on ne pourra pas, ils sont tous fabriqués très loin, comment on va les rendre disponibles? Et puis le système a fonctionné. Après ça, hyper engagé, ça je pense que la mobilisation, y compris industrielle, moi j'ai été fasciné de voir... le fait qu'on a été capable, pendant cette crise, d'assurer de la disponibilité des médicaments, y compris ceux dont on se disait ils ne seront pas là, ils sont fabriqués loin, on ne les aura pas, etc. Et ceux sur lesquels, juste, quand même, il faut se le dire, on a eu des pics sur certains médicaments d'un facteur x 2000. Donc ça veut dire que... Alors, quand c'est planifié, alors ça va, on le sait, mais il n'y a pas une chaîne de production qui est capable de résister à du x 2000, surtout quand le monde entier demande le même produit au même jour, au même moment. Là, on ne peut pas dire j'ai demandé aux Allemands, j'ai demandé à mon collègue aux États-Unis. Non, pas possible. Puis la troisième chose, c'est j'espère que vous allez tenir. C'est exactement ça. Nous aussi, on s'est dit il faut qu'on tienne, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, par rapport à ça, c'est qu'on est en fait un secteur dans lequel le digital, il est présent sur toute la chaîne. La data, le digital, on mélange tout quelquefois. Et finalement, notre métier, il est très simple. C'est de faire de la recherche, de développer cliniquement, de fabriquer et de rendre l'accès aux médicaments. Et sur tous ces produits-là, on a été quand même bien secoué. Comment est-ce qu'on assure la recherche sur le vaccin, par exemple, et comment est-ce qu'on utilise la data, le digital, pour accélérer? On est en train de se dire qu'on aura peut-être, allez, vraiment on croise les doigts, et on ne met pas de pression, mais on espère que peut-être en 24 mois, on aura un vaccin, quand normalement il faut 7 à 10 ans. Vous imaginez que l'analyse de la donnée, la maîtrise de cette donnée, elle est critique là-dedans. En plus, avec des modes de développement de vaccins qui sont complètement inédits. Puis après ça, sur la recherche, comment est-ce qu'on assure la recherche clinique? Parce que pendant la maladie, la recherche clinique, elle continue sur les autres traitements. On ne peut pas dire aux gens, non, mais là, finalement, on va s'arrêter parce qu'on travaille à distance. Et c'est un des trucs les plus difficiles. Moi, dans mon expérience cette année, un des trucs que j'ai vu, un des métiers qu'on a le plus de mal à faire à distance, au-delà de celui de la production, c'est la recherche clinique. Parce que c'est un des métiers qui est les moins dématérialisés, sur lequel on a besoin d'avoir cette proximité dans les centres. Et puis, une fois qu'on a fait la recherche, le développement, il faut faire la production. Et là aussi, on voit que la data, le digital, permet de faciliter certains process. Ce n'est pas encore parfait, on ne fait pas encore de la production à distance, mais il y a des pistes en tout cas. Et puis à la fin, il y a quand même toute cette notion d'accès dans lequel le digital est clé, en particulier aujourd'hui. Et effectivement, je pense, le parcours de soins, l'accompagnement du patient, et en particulier, ça a été incroyable, parce que pendant cette crise, elle a quand même, une crise, ça révèle des forces et des faiblesses, quoi. Et la force, elle a été, moi, il y a deux trucs qui m'ont fasciné. C'est d'abord la façon dont des associations improbables ont réussi à avoir lieu. Des laboratoires, des boîtes très très concurrentes se sont mis à bosser ensemble. Le privé et le public se sont mis à bosser ensemble. Le public a fait l'administration a montré des trésors de réactivité, d'agilité pour arriver à faire en sorte, quelquefois, des approbations d'essais cliniques ou des approbations qui pouvaient être faites en quelques jours, quand normalement il faut des mois. Enfin, il faut rendre hommage aussi. Et c'est intéressant. Cette semaine au ministère, en discutant notamment avec nos interlocuteurs, qui disaient mais il y a des tas de choses qu'on va vouloir conserver dans cette agilité. Et puis également des mobilisations communes. Moi, je trouve que notamment pour effectivement également entre industrie, entre le device, enfin et le médicament, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver des associations, en particulier pour aider les patients en maladie chronique, les accompagner, les rassurer, ce qui est un sujet important, et trouver des solutions. Et là, il y a eu des combinaisons incroyables. Je pense notamment à la maladie coronavirus qui a annoncé début septembre plus de 10 millions d'utilisateurs. Donc ça va dans le sens de ce qu'a dit Nicolas Bouzou sur l'usage. Dès l'instant, c'est utile et c'est pertinent pour le patient. Il y a aussi la coalition Innovation Santé. Il y a l'Alliance Santé, c'était incroyable parce qu'elle a permis de lancer tout, y compris d'ailleurs, ça comprend le dispositif médical, mais tout un tas de solutions
solutions justement pour accompagner le patient, de quoi il a besoin, comment il en a besoin, comment on trouve des solutions avec quand même plus de 2 millions qui ont été injectés dans le système et rapidement, sans là où il faut quelquefois des mois pour arriver à débloquer des budgets. Là, ça s'est fait comme ça et hop, on est parti. Et surtout, moi j'aime beaucoup les questions de culture qu'aborde Laurence. Je pense qu'il faut, et on en reparlera peut-être après, il faut se dire que c'est un peu contre-intuitif quand même dans notre environnement de santé. On est dans un environnement dans lequel on nous apprend à faire gaffe parce que tout coûte cher, tout prend du temps, tout représente des risques potentiels colossaux dans tous les sujets. Et là, d'un seul coup, on se retrouve confronté, avec un gaz énorme dans le tuyau pour dire il faut qu'on trouve des solutions tout de suite. Et là, prendre des risques. Et prendre des risques. Et le digital, c'est pas tellement intuitif. Le test and learn, c'est pas trop... Non, le digital, on a des équipes qui sont formées à... on est sur on est une industrie, un métier de data. Et du coup, se dire, on prend un risque, on va développer quelque chose, on ne sait pas si ça marchera. L'application, justement, Stop Covid montre que ça a été assez rapide à développer. Ça marche, pas encore tout à fait convaincant, quoi. Et donc, il y a une partie de prise de risque qui est un peu contre-intuitive avec notre secteur. Et pour revenir juste à la dernière question, parce que c'est un sujet qui nous passionne tous, effectivement, avec ces forces qu'on a vues, cette réactivité qui est géniale, on s'est aussi dit, c'est quand même important de prendre un peu de recul par rapport à notre secteur. Et c'est donc la demande qu'on a faite à Ticarnet, qui est donc un cabinet d'experts, et on leur a dit, faites-nous un bilan, et puis aidez-nous à trouver des pistes pour la sortie de crise. On s'est dit, c'est mieux de demander à quelqu'un qui vient de l'extérieur que de le faire nous-mêmes. On sait le faire nous-mêmes, mais il y a aussi beaucoup de chances qu'on revienne avec la même copie ou des copies similaires. Et ils sont arrivés avec vraiment des enseignements qui étaient super intéressants. Et le premier, c'est une bonne leçon d'humilité. C'est un peu ce que disait Marie-Laure avec le « j'en sais rien ». Et la bonne leçon d'humilité qui est de dire le secteur de la santé, dans lequel la data, le digital est présent tout au long de la chaîne, est finalement un secteur qui, par rapport à d'autres, le tourisme, on peut citer l'alimentaire, j'étais étonné, l'assurance, la banque, etc., sont beaucoup plus développés que nous. Et donc il y a une appropriation beaucoup plus tôt, alors qu'elle est tellement nécessaire. Donc on a un gros travail à faire là-dessus pour accompagner, on va reparler de ça, mais la notion de formation va être capitale. Et ça va dans le sens aussi de votre projet de faire une filière d'excellence dans le domaine de la santé. Alors là aussi, il y a la dynamique de Ma Santé 2022. Là, il y a la charte engagée pour la e-santé qui a été signée par 235 industriels, qui a été annoncée il y a 2-3 jours. Donc, dernière question, avant d'avoir aussi un regard de la part de Marie-Laure, c'est très bien, ça s'est lancé, il y a eu cet enthousiasme. On a vu il y a quelques mois encore que la télémédecine recommençait un petit peu à baisser après le confinement. Comment on fait, Frédéric Collet, pour que ça puisse continuer et avoir un environnement qui va permettre ces collaborations Alors c'est intéressant parce que le LEM, on avait retravaillé sur notre organisation, etc. Et l'année dernière, et on avait créé, ce qui était quand même symboliquement peut-être intuitif, on avait créé une commission digitale. Les commissions, c'est un peu comme les ministères au LEM, voilà, on en a 7, dont une commission digitale. C'est la première fois que ça existait. Et cette commission digitale était bien inspirée parce qu'elle a bossé sur une proposition qu'elle va faire prochainement dans un livre blanc qui va aboutir à une proposition d'académie du numérique. Alors l'académie du numérique, pourquoi ? Le premier enjeu, c'est de la formation. Former les collaborateurs, mais former également les patrons des entreprises qui, c'est quand même pas très facile de s'approprier ce sujet-là. On ne sait pas par quel bout le prendre, quoi. C'est un peu, je reviens à ce que disait Marie-Laure, c'est un peu le j'en sais rien. Comment on l'attrape, ça fait tout, on ne sait pas le faire. Donc il y a un premier enjeu de formation énorme. Il va y avoir un deuxième enjeu qui est important, qui est celui de l'évaluation des solutions. Parce qu'on ne peut pas rester sur l'évaluation telle qu'on l'a sur le médicament. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, renouveler, adapter les notions d'évaluation. Il y a une troisième notion qui va être sur le cadre réglementaire, pour le simplifier, parce que le cadre réglementaire nécessite qu'il soit rapide, c'est ce que je disais sur l'administration qui s'adapte. Et puis il va y avoir évidemment une dernière question qui va être super importante autour de la construction d'une filière d'excellence, parce qu'on voit que ça va marcher. J'écoutais attentivement ce que disait le président de la République il y a 2 jours quand il recevait la Health-Tech, mais comment est-ce qu'on crée un pôle d'attractivité, parce qu'il n'y a plus de concurrence là. On a besoin d'être tous ensemble. Exactement. Et on est dans un environnement dans lequel c'est le partage qui fait le fruit, et c'est le partage qui fait la dynamique, et c'est surtout pas les silos, quoi. Surtout pas. Donc la filière d'excellence, c'est important. Donc Marie-Laure, là, par rapport à ce que vient de dire Frédéric Collet... Alignement total sur l'ensemble des points. Tout roule.
Donc c'est bon, ça y est, la télémédecine, la téléconsultation, c'est parti. Il y a plus de contraintes. Alors si je reprends un peu les points qui ont été évoqués par chacun, c'est effectivement, on parle que de nous. Dans le secteur de la santé, il y a des milliards pour la télésanté. Ouais. Dans son cadrage sur les négociations conventionnelles, le ministère de la Santé a aussi ouvert les vannes potentiellement sur beaucoup de sujets. Mais si on reprend les sujets les uns après les autres, les usages, qui est le nerf de la guerre. Les usages. Alors nous, on attendait ça avec impatience, d'abord de l'usage, très clairement sur la télésanté, parce que le cadre réglementaire était tellement serré qu'il y avait 60 000 téléconsultations remboursées par la Sécu. Alors, moi, chez mes docteurs en 24/7, mes services financés par les complémentaires santé, j'en avais beaucoup plus. Mais bon, c'était pas des vrais usages parce que c'était privé. Donc, c'est pas des vrais patients, ça doit être d'autres choses. Donc là, la première chose qu'on a, c'est les usages. Et nous, le premier réflexe, on a tous eu des moments où on voulait faire des bilans, parce que ça allait tellement vite. Et donc, on s'est dit tout de suite avec les entreprises de télémédecine et avec la DGOS et la Sécurité sociale, on s'est dit tout de suite, en juin, juillet, il faut qu'on pose là où ça a été intéressant. Parce que même si beaucoup de gens, et la majorité, ça a été de la télémédecine, de la téléconsultation avec son propre médecin traitant, on a vu des choses émerger. On a tous vu Covidom, l'initiative qui a été très très rapide à la PHP sur le télésuivi des patients Covid. Nous, on a créé du télésuivi infirmier. On s'est dit, oulala, il y a des choses qu'il faut aller chercher. Donc les usages, on les a un peu eus. Là, on était contents, on avait un peu, parce que le cadre s'étant assoupli, on avait moyen d'avoir des usages. Et là, en plus, patients comme professionnels de santé, ça a levé beaucoup de freins. Parce que la formation, c'est très important, mais des fois, dans les mains dedans, c'est un peu ce que nous ont dit les médecins. Finalement, ouais, en fait, c'est de la vraie consultation, en fait, c'est de la vraie médecine. Ah ouais, bon, super. Bon, voilà, donc tout ce qu'on rabâche depuis 2 ans et qu'on essaye en termes de formation, d'information, de faire passer. Pareil pour les patients, que c'est parce que le médecin, il a à travers un écran qu'il est moins humain, même au contraire, ils nous ont tous dit, mais en fait, il est vachement plus attentif à moi. Mais je dis, bah oui, il a pour vous, en fait, contrairement parfois dans certains cabinets. Bon, bref, il n'y a pas d'opposition à faire, évidemment. Mais l'humain passe aussi bien par... voilà. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est les usages, il faut en avoir un peu pour pouvoir rebondir. Le deuxième sujet, c'est la confiance, évidemment. Alors là, ça a été formidable pour nous, et c'est ce que vous disiez aussi, c'est que tout d'un coup, nous qui sommes un peu des vilains petits canards, parce qu'on veut faire de la santé alors qu'on est des gens du privé, c'est absolument terrible. Et bah, tout d'un coup, on avait des échanges vraiment extrêmement constructifs avec la PHP, avec la DGOS, avec Pasteur, l'Institut Pasteur, tous les jours pour se dire comment on peut faire ensemble, et là, il n'y avait plus de concurrence évidemment, comment on peut faire ensemble pour éviter le débordement du SAMU. Ça a été la mission première des opérateurs de télémédecine. Donc la confiance... Voilà, et ce qu'on aimerait, parce que c'est ça de la question, c'est comment ça se passe maintenant en septembre, voilà, donc ça c'est la question. Et juste avant d'arriver sur, pardon, je suis peut-être un peu longue, mais et après sur la question de l'acculturation numérique, ça c'est vraiment crucial, parce que la techno elle est là, les cerveaux ils sont là, les moyens engagés ils sont là. Le problème c'est que les utilisateurs ne comprennent pas forcément les sujets. Et dans la santé, c'est très important que les médecins, les infirmiers, les pharmaciens comprennent les enjeux de data, comprennent les enjeux de sécurité de données, parce que sinon ils se font berner en plus. Pardon de le dire un peu avec virulence, c'est extrêmement important. Et jusqu'ici, nos professionnels de santé, ils n'étaient pas du tout formés à ces sujets-là. Donc on pense aux patients, c'est important, mais les professionnels de santé, c'est important. Alors oui, du coup, pardon de la question, je suis un peu longue, mais c'était tellement croisé entre nous, on a tellement de convergences. Donc nous, la question, c'est maintenant comment on y va, effectivement, parce que cette période-là, elle est fantastique. Il y a effectivement des enseignements qui sont tirés, mais nous, on a tous adoré travailler comme ça. Et la confiance, elle s'est créée quand même. Et là, on nous renvoie, voilà, l'été est passé, alors la crise pas du tout, par ailleurs, je le disais tout à l'heure. Et là, donc, on reprend les bonnes vieilles habitudes de gouvernance. Alors du coup, tout ce qu'on a su faire parfois en quelques jours avec la DGOS, avec la CNIL, on a eu des accords CNIL des fois en très très peu de temps. C'était fantastique. Alors là, du coup, on s'est dit, on a bien vu pendant la crise que les déserts médicaux avaient pu profiter de la téléconsultation en 24/7 et ça a permis à des gens qui n'avaient pas accès d'avoir accès à un médecin. Donc, on est tous d'accord, ça a des bénéfices, donc on y va. Donc, le cadre pour ça, pour nous, c'est un article 51, c'est dérogatoire au cadre. Et donc, avec le LET, les entreprises de télémédecine, on a construit et présenté, argumenté un article 51 qui permet de faire de l'innovation sur les parcours de soins. Tout ça est très cadré. Et donc, on attend impatiemment aujourd'hui le retour, puisque potentiellement, grâce à cette innovation, on va pouvoir donner accès à un médecin en 24/7, non programmé, au presque
presque 5 millions de Français qui n'ont pas accès à un médecin traitant. Parce que, encore une fois, le cadre actuel ne permet pas aux gens qui n'ont pas de médecin traitant d'avoir leur téléconsultation prise en charge. Donc on est très impatient d'avoir la réponse. Peut-être qu'on l'a là pendant qu'on est sur le plateau. Je ne sais pas si... On se connecte sur Twitter, voilà. On regarde. Mais en tout cas, on est très impatient parce que ça va faire un énorme progrès. Ouais. Et là, dans le cadre de les conséquences d'une crise et des leçons qu'on en tire, ça pourrait être un signal formidable de donner que de dire, OK, on a validé cette chose-là, et donc, OK, on y va, on encadre ça, évidemment, parce que la santé, c'est important, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais on se lance de manière à accélérer, parce que c'est ça la difficulté, c'est d'accélérer. Les innovations, elles sont là. Ouais, vous répondez parfaitement à cette question de gouvernance, l'impact pour l'État. Alors, il nous reste quelques minutes, et je sais qu'on a encore plein de choses à traiter sur ce sujet. Peut-être une question un peu plus collective, mais on va quand même commencer par Nicolas. Vous avez fait un livre qui s'appelle « L'innovation sauvera le monde ». Donc, on a parlé beaucoup donc on est dans le cœur du sujet, on a parlé beaucoup d'humains, parce que je pense que derrière les technologies, vous l'avez dit, il y a les usages, mais il y a les humains. Allez, en quelques minutes, la question elle est collective. Quelles sont pour vous les grandes mutations, on a parlé de disruption dans la thématique, qui vous semblent devoir se développer et apparaître dans les mois et années à venir dans le secteur de la santé ? Alors, dans le secteur de la santé, il y a des innovations absolument partout. Il y a des évolutions dans l'imagerie, dans les dispositifs médicaux, dans la médecine à distance. Il y en a évidemment énormément dans les thérapies, en oncologie, sur les maladies rares, les maladies orphelines. Donc, on voit vraiment des changements à tous les étages. Et en réalité, l'enseignement de la crise, c'est justement que ça a bien fonctionné, le secteur de la santé, il a bien fonctionné, je le dis aussi un peu brutalement, mais parce qu'on n'a pas respecté les règles d'habitude. Voilà. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Alors moi, quand je le dis, c'est facile, parce que c'est intellectuel, mais il faut que vous le disiez, parce que c'est vous qui étiez à l'intérieur. Donc vous, quand vous le dites, ça a beaucoup plus de poids et c'est beaucoup plus courageux de votre part. Mais c'est vrai à l'hôpital. Tous les directeurs d'hôpitaux me disent, ça a marché parce qu'on a pu faire différemment d'habitude. C'est pareil, évidemment, du point de vue aussi réglementaire et normatif. Et en fait, le système, il s'est régulé, Laurence, par la confiance. C'est ça qui a fonctionné. Mais parce qu'on n'avait pas le choix. Mais avec la confiance, on n'a jamais le choix, puisque la confiance, fides, foi, c'est la foi. Donc, il n'y a pas on choisit de faire confiance, si vous voulez. On décide de faire confiance. Et en revanche, si la confiance est trompée, là, on en tire les conséquences et éventuellement on sanctionne. Mais toujours a posteriori. La confiance ne peut être trompée que si d'abord on l'a accordé. Et donc, on n'arrête pas de parler de confiance, c'est bien, mais il faut qu'on le pratique. Et on l'a fait pendant la crise. Et ça a fonctionné. Et le facteur humain, pourquoi il est fondamental ? Parce que la technologie et l'humain, c'est pas la même chose. Et ce sera jamais la même chose. Et ça aussi, il faut le dire pour rassurer nos concitoyens. Plus on a de technologie, plus on a d'humains. Donc il ne faut pas avoir peur de la technologie. Il ne faut jamais se dire que la technologie déshumanise, parce que c'est faux. En fait, ça pourrait être vrai théoriquement si on arrivait à faire des machines qui soient des clones des humains. Mais je pense qu'on n'y arrivera jamais. Mais de toute façon, cette question ne se pose évidemment pas du tout aujourd'hui. Et donc on a besoin d'humains, en effet, qui soient formés dans des contextes dans lesquels on a confiance. Et la confiance, et là je vais dire des choses un peu plus désagréables, c'est aussi à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les entreprises, dans cette période, elles montrent l'exemple. Et la vérité, c'est que les mauvaises habitudes qui reviennent parfois au sein de la bureaucratie d'État, eh bien la vérité m'oblige à vous dire qu'elles reviennent aussi dans les entreprises. Je vois beaucoup d'entreprises qui me disent le télétravail, ça a drôlement bien marché, mais on arrête et on en reparlera plus tard. Non. Je vois des entreprises qui ont dit « Ah, mais les petites mains, entre guillemets, c'était formidable pendant la crise, mais là, on est obligé de supprimer les primes, etc. » Non, c'est pas possible. Vous voyez, tous ces comportements, c'est pas possible. Je vois des entreprises qui disent « Le gouvernement nous donne pas suffisamment confiance, mais par contre, tel événement qu'on avait organisé, on le fait pas parce que... » Non, l'événement, vous le faites. D'accord ? Avec des mesures sanitaires drastiques, mais vous le faites. Et j'ajoute, et je m'arrête là, mais ça, c'est mon premier métier, que la nation française met 100 milliards d'euros sur la table, en grande partie pour aider les entreprises dans le domaine de la relance. Oui. Je suis un libéral, je ne suis pas naïf, mais c'est beaucoup d'argent. C'est l'argent de la nation, c'est l'argent des Français, même si c'est de l'endettement, c'est l'argent des Français de demain. Et donc les entreprises ont un devoir moral et un intérêt économique à utiliser ça, celles qui vont bien évidemment, pas celles qui sont au bord de la faillite, mais il y a 20-25% d'entreprises qui vont très bien en France.
Leur devoir, c'est de montrer l'exemple, de faire évoluer leur management et d'investir. Et pour ceux qui veulent un peu plus en savoir sur les conditions d'entreprise, je crois que c'est Commis Inhumaine que vous avez écrit avec Juliette de Funès qui donnera plein de détails. Alors Laurence, là aussi vous avez parlé de votre confiance, mais vous avez dit aussi en conclusion lors de notre entretien, c'est attention, tout ce qu'on fait là, c'est bien sûr la techno, mais c'est avant tout pour l'intérêt du patient. Alors, est-ce que vous pouvez associer ces nouvelles technologies qui vont arriver, ces innovations avec le patient ? Déjà, je vais revenir au début de cette crise. Du jour au lendemain, multiplié par 2000, multiplié par 6, nous, plus de patients. Alors qu'on n'est pas dans de la santé de confort, hein. On n'est pas sur un petit produit qu'on dépose. On est en train de parler de malades cardiaques, de patients diabétiques. Du jour au lendemain, c'est comme s'il n'y avait plus de patients diabétiques, d'enfants qui devenaient diabétiques de petits pains dans ce pays. Mais c'est resté pendant... c'était presque des mois où on n'a parlé que du Covid-19 et on n'a plus parlé de tous ces patients. Les pathologies chroniques. C'était juste incroyable, en fait. Donc, le patient, c'est ce qui anime. On parle du système de santé, mais le système de santé, il est là parce qu'on a des patients. Donc nous, c'est vrai qu'on a soutenu très tôt une campagne qui était revoir son médecin, que ce soit d'ailleurs en digital ou en présentiel. Mais ce patient, il a besoin de se faire soigner. Et attention, on n'est pas sorti de ça. Ce n'est pas vrai. Je pense que tous, autant qu'on est, tous les gens qui nous écoutent connaissent quelqu'un qui a dit « Ah, oui, mais mon docteur, il m'a dit, il n'y a pas d'urgence ». Quand on a une cataracte, si on attend, et c'est facile, c'est pas mon domaine, si on attend plusieurs mois, je pense que ça va pas être facile. Si on a un problème cardiaque, on sait quelle va être l'échéance. Et si c'est un patient diabétique, malheureusement, c'est pareil. Ça peut être une autre deuxième vague, mais qui passe. Alors, moi, j'ai appelé ça souvent la deuxième vague. Et quelque part, elle est toujours présente. Et sur ça, d'ailleurs, si j'ai un vœu pieux, c'est que, pour revenir à ton point, Nicolas, c'est comment est-ce qu'on fait pour que, quand les gens pensent que c'est fini, il n'y ait pas un retour en arrière. Je l'ai vu à tous les niveaux, dans mes propres équipes. Du jour au lendemain, nous, on a été capable de former, grâce d'ailleurs à des startups comme avec Julien Delperche, avec Invivox par exemple, 400 réanimateurs à utiliser les produits, parce que c'est des produits complexes, en même pas 3 jours. Chose qui, si on avait essayé de faire, ça nous aurait demandé, à mon avis, des années. Eh bien, déjà en juillet, j'avais des équipes qui me disaient « Ah non, on comprend bien, mais enfin, le digital, non, nous, on voudrait vraiment retourner en face à face. » Mais c'est quand est-ce qu'on utilise un moyen, quand est-ce qu'on utilise l'autre moyen, mais qu'on arrête de faire n'importe quoi. Et je suis d'accord avec toi, Nicolas. Il y a des choses que l'on peut faire, et puis il y a des choses qu'on peut faire différemment. Donc, comment, quelque part, on garde le bon de ce qu'on a appris. C'est pareil avec les autorités. Alors, oui, en effet, toutes les sociétés... Nous, dans le dispositif médical, on a eu une chute dramatique, contrairement aux médicaments. Je pense que c'est de l'ensemble de nos produits. Mais quelque part, c'est pas la problématique. La problématique, c'est qu'on avait des patients qui n'étaient plus soignés. Et que ces patients, je pense qu'il y en a qui sont morts dont on n'a pas entendu parler. Donc, c'est comment est-ce qu'on garde le bénéfice de ce qu'on a appris et comment est-ce qu'on continue, quelque part aussi, à accélérer ce qui est bien. Et pour moi, c'est quand est-ce qu'on doit faire une visite plutôt en digital, quand est-ce qu'on doit la faire en face à face, quel outil on utilise, comment on va former, comment on se sert des usages pour démontrer que ça fonctionne. Et puis, peut-être j'aurais envie de finir sur ça, c'est que la santé... Tout à l'heure, M. Collet nous disait le partage. Il n'y a pas de partage sans confiance, il n'y a pas de partenariat sans confiance. Donc comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble là-dessus et pas tout d'un coup un État, en effet, qui, pareil, on a eu des gens des ARS, on a eu des gens de la DGOS, des gens où il nous faut 6 mois pour avoir ces rendez-vous. Et bien que maintenant, on se dise... Maintenant qu'on se connaît, maintenant qu'on a un petit peu plus confiance, maintenant qu'on partage, peut-être comment est-ce qu'on peut se dire on ne revient pas à la case départ, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on change et comment on continue à accélérer. Ça, je pense que c'est le point le plus important. Merci Laurence. Bon, il nous reste 2 minutes et peut-être pour faire la transition, lorsqu'on avait préparé également avec Nicolas Bouzou, on a parlé de télémédecine, vous avez dit on en est peut-être qu'à la préhistoire, c'est-à-dire avec un futur qui est extrêmement prometteur. Alors,
Marie-Laure, c'est quoi le futur La relation à distance entre un patient et un médecin, là aujourd'hui on parle beaucoup, parce qu'on est dans une période de crise, vraiment cette mise en relation. Mais derrière c'est un support à énormément d'innovations technologiques. On a parlé d'objets connectés qui permettent de prendre les constantes à distance, qui permettent aux patients de s'autonomiser dans son suivi. Et donc là on a complètement des connexions. Il y a des choses aussi extraordinaires où on n'aura même plus besoin d'objets connectés. Mais la télémédecine est un support de ça. C'est qu'à travers un écran on pourra prendre les constantes. Voilà, il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de voir en fonction de votre visage, à travers l'écran, c'est quoi votre rythme cardiaque, votre température. Et qui mixent des technologies d'IA. Des technologies d'IA, évidemment, à ce service. Et donc, la télémédecine, la télésanté, parce que moi, je tiens beaucoup à parler de télésanté, parce que je crois beaucoup qu'il ne faut pas penser qu'aux médecins. Le parcours de soins, c'est énormément de professionnels de santé. Et c'est ça, et on parlait de silos tout à l'heure, c'est ça, il faut désiloter. Le monde paramédical. Ça, c'est très important, parce qu'il faut désiloter le présentiel, le distanciel. D'ailleurs, c'est les mêmes professionnels de santé, c'est les mêmes patients. Parce que quand on nous oppose, nous, le digital, c'est pas de la vraie médecine. Moi, mes médecins, ils exercent dans des cabinets libéraux, côté, c'est les mêmes, je veux dire, on les a pas robotisés. Donc je crois que ça c'est très important. Et donc oui, je crois qu'on a vraiment des accélérations énormes. Technologiquement, c'est là. Les prérequis, c'est confiance évidemment. Je crois que de toute façon, on va tourner autour de ça en permanence. Et surtout, l'acculturation aux enjeux. Parce que ce soit les patients, les professionnels de santé ou les dirigeants, ces problématiques de data sont très compliquées à comprendre. La souveraineté, on en a rapidement parlé tout à l'heure. On a bien vu, Stop Covid, ça a été un fiasco, pardon de le dire comme ça, mais parce que ça a été très très mal. Enfin, technologiquement, c'est fastoche, voilà. Mais après, c'est les règles, c'est comment on gouverne, comment faire la gouvernance des données et tout ça. Et ça, le problème, c'est que nos dirigeants, et pas que publics, y compris dans beaucoup de grandes entreprises, et alors je parle même pas des PME qui sont pas dans le secteur, ne sont pas assez acculturés, et du coup, on se prive de ces accélérations et de ces innovations, ou en tout cas on se prive de bien les utiliser, et du coup ça rompt la confiance. Parce que si on a connaissance des choses, si on connaît les choses, la confiance, elle s'établit beaucoup plus facilement. Si on ne connaît pas, on a peur. C'est normal. Exactement, il faut connaître. Marie-Laure, dans le nouveau monde, le temps est toujours le même, malheureusement. Donc, Frédéric, c'est vous qui concluez. Voilà, en 30 secondes, j'ai Emmanuel qui me fait signe que c'est arrivé à vous de la table ronde. On est évidemment tous d'accord. Je pense que peut-être trois mots. Le premier, c'est un peu ce qu'évoquait Laurence. Je pense qu'il faut, en termes d'état d'esprit, il faut considérer qu'on est sur une ligne et qu'on n'est pas dans une boucle. C'est-à-dire qu'on continue de cheminer. Et il ne faut surtout pas revenir au point de départ, sinon on est cuit. Et les gens qui disent retour à la normale, mais au secours, pas de retour à la normale. Je pense que c'est la deuxième chose, c'est vraiment, on l'a dit 20 fois, c'est cette notion d'acculturation, de transformation culturelle, d'accompagnement. Ici, les patients, passionnants de regarder d'ailleurs, et Marie-Laure pourra en parler beaucoup mieux, mais la façon dont démographiquement on voit l'appropriation de ces outils. C'est vraiment passionnant de voir des personnes âgées qui d'un seul coup se mettent à avoir confiance. Les utiliser, ils étaient à des kilomètres, des années-lumière. 30% la troisième chose, c'est la confiance, vraiment, effectivement. Et je pense que moi, souvent, je fais le parallèle avec certaines thérapies innovantes qu'on peut développer. Plus la promesse est élevée, plus on doit avoir confiance en celui qui l'a fait. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on avance en parallèle et que les promesses qu'on fait soient capables d'être tenues. Sinon, on risque de casser cette confiance et on sait à quel point, en particulier dans un pays de sceptiques, c'est difficile de remonter la pente. Absolument. Merci Frédéric, merci à vous tous. C'était un vrai plaisir pour cette animation. Et puis écoutez, merci aussi pour les questions que tu as posées. Malheureusement, on ne pourra pas y répondre en direct, mais je pense qu'on va pouvoir continuer par la suite. Belle journée et bienvenue dans le Nouveau Monde. Merci à toi. Merci. Merci.